Donc, bonjour à tous, donc bienvenue pour cet atelier qui s'intitule Fonds en euros, gestion du risque d'une remontée durable des taux. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va vous parler d'assurance vie. Donc ceux qui pensaient que c'était de l'assurance non-vie, il vaut mieux quitter la salle dès maintenant. On va vous parler des fonds en euros et on va vous parler de l'impact qu'a eu la remontée des taux d'intérêt en 2022 sur ces fonds en euros. Et on va parler d'un risque qui s'est révélé à cette occasion, qui est le risque de sortie du fonds en euros. Alors pour cet atelier, nous devions être 3 intervenants, mais on a eu un peu de pertes, donc nous sommes 2. Donc il y a Sylvain Détrouleau qui est principal chez Optimind, donc Antoine Crémillac qui est responsable valeur, modélisation et IFRS 17 chez Swiss Life France s'excuse parce qu'il n'a pas pu être parmi nous pour des raisons médicales. Et donc moi-même, je suis Olivier Reverchon, Chief Actuary chez Swiss Life France. Alors, au programme de l'atelier d'aujourd'hui, donc on a prévu l'agenda suivant. Donc en introduction, je rappellerai la situation économique actuelle. Donc j'indiquerai en quoi il s'agit d'une situation assez inédite pour les assureurs vie, situation qui révèle un risque qui existait déjà avant, mais qui a été augmenté dans cette nouvelle situation, qui est le risque de sortie du fonds en euros. Dans une partie 1, ensuite, donc Sylvain expliquera l'impact qu'a eu la hausse des taux d'intérêt en 2022 sur les ratios de solvabilité 2 de 2 assureurs fictifs vie. Donc il en expliquera tous les tenants et les aboutissants. Et dans une partie 2, donc j'essaierai avec Sylvain d'élaborer concernant la surveillance, la mesure et la gestion de ce risque de sortie du fonds en euros. Alors sans plus attendre, je vous propose de démarrer par l'introduction. Donc je l'indiquais tout à l'heure, la situation économique actuelle est une situation tout à fait inédite pour les assureurs vie. Alors pourquoi ? Si on rappelle ce qui s'est passé, donc en 2022, on a connu une hausse extrêmement significative et rapide des taux d'intérêt de l'ordre de 300 points de base. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique en haut à gauche qui s'affiche à l'écran. Et donc l'OAT 10 ans qu'on a tracé en rouge a franchi la barre des 3% à fin 2022, alors qu'elle était en territoire négatif encore peu de temps auparavant. Donc ce qui est inédit, ce n'est pas le niveau des taux d'intérêt en lui-même, puisque comme on peut le voir, donc on revient à peu près au niveau de 2011. Ce qui est inédit, c'est la manière dont on a atteint ce niveau de taux d'intérêt, puisqu'on a eu une remontée très rapide et importante des taux en 2022, qui a fait suite à une période relativement longue de taux d'intérêt bas, voire négatifs. Et donc la conséquence de ça, c'est que la moyenne mobile 10 ans des taux à 10 ans, donc on a tracé en gris sur le graphique, donc c'est une courbe qui schématise en quelque sorte la tendance d'évolution des revenus des fonds en euros, qui sont majoritairement obligataires avec une certaine duration. Eh bien, cette moyenne mobile 10 ans des taux à 10 ans, elle est actuellement nettement inférieure au taux spot 10 ans, alors qu'elle était supérieure à ce taux spot 10 ans durant toutes les années qui ont précédé. Donc c'est ça qui est inédit. Et cette moyenne mobile 10 ans des taux à 10 ans, elle est non seulement inférieure actuellement au taux spot 10 ans, mais elle est également inférieure au taux spot à 1 an, puisque, et c'est ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à gauche, on a connu une remontée des taux courts encore plus forte que celle des taux longs. Et d'ailleurs, on est actuellement dans une situation de courbe des taux inversée. Alors, quelle est la conséquence pour les fonds en euros ? La conséquence pour les fonds en euros, c'est que ceux-ci, dans la situation actuelle, peuvent être potentiellement concurrencés d'une part par les produits de taux d'intérêt spot à long terme, mais également par les produits de taux d'intérêt court terme, alors que ce n'était pas le cas durant la période passée. Donc ça, c'est le premier message qu'on souhaitait délivrer avec ce slide. Et le second message, donc on ne l'a pas tracé, mais on aurait pu extrapoler, prolonger le premier graphique dans un scénario où on maintient l'OAT 10 ans à 3%, ou légèrement au-dessus de 3%, et on aurait montré une grande inertie dans ce cas-là de la courbe en gris avant qu'elle finisse finalement par rattraper la courbe spot en rouge. Donc qu'est-ce que ça signifie pour les fonds en euros ? Ça signifie que ceux-ci, du fait de leur duration, pourraient vivre une phase transitoire relativement longue avant de rattraper les taux spot.
Alors un scénario dans lequel l'OAT 10 ans se maintient à 3% ou au-dessus de 3% sur le long terme, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le long terme pour les assureurs vie. Donc ceux-ci se sont suffisamment plaints des taux bas, des taux négatifs pour dire le contraire désormais. Mais le problème, c'est que la remontée des taux en 2022 a été un peu trop rapide et donc les assureurs vie vont avoir une phase transitoire potentiellement longue à gérer. Alors sur le slide précédent, j'ai expliqué de manière un peu théorique que les fonds euros, dans la situation actuelle, pouvaient être concurrencés par les produits de taux d'intérêt spot long terme et court terme. Mais qu'en est-il donc de la concurrence réelle observée sur le marché ? Alors sur le marché, on observe actuellement une concurrence effective qui vient des produits bancaires à court terme. Donc on a tous en tête, bien entendu, le livret A, le LDDS, dont le rendement a été porté à 3% en début d'année. On parle d'une hausse potentielle additionnelle du rendement de ces livrets d'ici la fin de l'année. Donc ce sont des livrets qui collectent très fort début 2023 et qui offrent une véritable concurrence aux produits d'assurance vie et aux fonds en euros. En tout cas, sur le marché du mass market, parce que ce sont des produits qui sont capés à 35 000 € si on somme les deux enveloppes. Mais sur la clientèle patrimoniale, les banques proposent également des produits à court terme extrêmement attractifs, notamment sous la forme de dépôts à terme, dont on voit des revenus sur les dépôts à terme qui peuvent dépasser les 4% parfois cette année. Donc on le voit, une concurrence très prégnante sur le marché de ces produits bancaires à court terme, dans un contexte où les assurés, dans la situation actuelle, ont une situation parfois un petit peu attentiste et, en attendant de voir venir, eh bien, placent leur argent sur ces produits court terme rémunérateurs. Alors, et quid de la concurrence des produits de taux d'intérêt de long terme ? Donc là, je dirais que pour l'instant, la concurrence est un petit peu moins marquée, mais on a une concurrence qui pourrait venir du bilan même des assureurs avec l'option de rachat vers les unités de compte. Donc en effet, la situation actuelle est extrêmement favorable pour les unités de compte. Donc on peut citer par exemple les UC structurés. Donc on a vu de très belles offres de produits structurés apparaître sur le marché à partir de 2022. On a vu le retour de produits structurés à capital garanti avec des coupons à 5-6%. Donc c'est attractif par rapport aux fonds en euros. On peut citer les fonds obligataires, que ce soit sous la forme de fonds datés ou pas, dont les perspectives de rendement dans l'environnement actuel sont intéressantes par rapport aux fonds en euros. Alors certes, sans la garantie en capital du fonds en euros, mais voilà, la garantie en capital du fonds en euros s'est pas mal éloignée de la monnaie, donc a perdu un peu en attractivité. Et une autre concurrence potentielle pourrait venir d'un assureur qui lance un nouveau canton, donc que ce soit un fonds en euros ou un fonds euro-croissance, puisque du fait des taux de réinvestissement immédiat, il pourrait bénéficier d'un avantage compétitif immédiat. Alors pour l'instant, sur le marché, à ma connaissance, on ne voit pas de mouvement significatif sur le sujet par rapport à ce qui avait déjà été initié avant la hausse des taux. Mais ça peut venir dans le futur ou bien en cas de remontée additionnelle des taux d'intérêt. Alors il faut savoir que pour un assureur qui a déjà un fonds euro historique, lancer un nouveau canton, ça n'aide pas forcément à gérer le risque de manière mutualisée sur son fonds euro historique. Alors un autre phénomène qu'on peut observer avec la hausse des taux d'intérêt, c'est que certains clients peuvent être en recherche de liquidité parce que ils vont, dans la situation actuelle, parfois moins faire appel à l'emprunt ou rembourser certains emprunts. Ils vont en quelque sorte déleverager leur bilan patrimonial et ça peut les amener à faire des rachats sur la partie assurance vie. Donc l'exemple le plus flagrant sur le sujet sont par exemple les crédits lombards pour lesquels les clients font des emprunts, en général avec un taux court terme, pour lesquels ils nantissent un contrat d'assurance vie. Eh bien, avec l'envolée des taux court terme, on assiste sur le marché à pas mal de remboursements de crédits lombards qui peuvent conduire à des rachats sur les contrats d'assurance vie nantis. Donc si je résume un petit peu la situation actuelle qu'on vient d'évoquer, donc on voit que c'est une situation qui, pour les assureurs vie, d'un côté, conduit à des opportunités sur la partie unité de compte, mais en revanche, de l'autre côté, sur la partie fonds euro, accroît assez significativement un risque qui est le risque de sortie du fonds en euros, qu'il se fasse en dehors du bilan de l'assureur via l'option de rachat ou à l'intérieur même du bilan de l'assureur via l'option d'arbitrage vers les UC.
Alors le tout dans une situation où les fonds en euros désormais sont plutôt en moins-value latente, donc comme va l'illustrer Sylvain dans la partie suivante. Donc si on caractérise un peu ce risque de sortie du fonds en euros, c'est un risque qui est surtout localisé sur les contrats d'épargne plutôt que sur les contrats de retraite, puisque sur les contrats d'épargne, on a une option de rachat sans pénalité de rachat en général sur le marché français. On a une option d'arbitrage vers les UC, alors que sur les produits de retraite, pour simplifier, on n'a pas d'option de rachat en phase de constitution. On a certes une option de transfert, mais qui doit se faire vers un produit similaire. Et sur les nouveaux produits PER, on peut activer des pénalités de transfert à hauteur des moins-values latentes sur le fonds en euros. Voilà, donc si je fais la transition un petit peu avec la partie suivante, et en adoptant un langage de modélisation, donc dans la période de taux bas qui a précédé, on était surtout préoccupé par la garantie de taux de nos fonds en euros, qui coûtait cher dans cet environnement. Avec la hausse des taux de 2022, on s'est pas mal éloigné de la monnaie concernant cette garantie de taux, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est rapproché de la monnaie concernant une autre option de nos contrats, qui est l'option de rachat dynamique, dans une situation désormais de moins-value latente. Et ce risque de rachat, pris isolément, il a eu une contribution relativement négative au ratio de solvabilité 2 des assureurs vie en 2022, comme va l'illustrer Sylvain. Bonjour à tous. D'abord, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un petit problème de voix, comme vous pouvez le remarquer. Je vais faire de mon mieux. Donc effectivement, l'objectif de cette première partie est d'appréhender tous ensemble les effets de la remontée des taux sur les indicateurs risque et solvabilité au travers d'un cas pratique sur le fonds en euros de deux assureurs vie. Alors pour ce faire, nous sommes placés à fin 2021 et nous avons construit deux assureurs fictifs, donc identiques en de nombreux points, sauf un seul, à savoir leur stratégie de gestion ALM durant la période de taux bas. Nous avons un profil 1 qui est en situation de gap ouvert et un profil 2 qui est en situation de gap fermé. Alors je précise, on appelle le gap de duration, donc c'est une mesure ALM qui vient ici mesurer la sensibilité des fonds propres économiques à des variations de taux. Donc pour le premier profil, qui est en situation de gap de duration ouvert, on mesure donc cette sensibilité via la variation de la PVFP à un choc réduit sur les taux. Et on peut voir ici qu'il est en situation de gap ouvert, puisque un choc de 20 bips à la hausse sur les taux d'intérêt conduit à une augmentation favorable des profits futurs de 8%. Et ça se traduit par une gestion LM avec une duration à l'actif qui est inférieure à la duration de son passif, donc ici 8 ans. Notre second profil, le profil numéro 2, est en situation de gap fermé, c'est-à-dire qu'il a géré son risque LM de manière à être localement insensible à une variation des taux. Et ça se traduit ici par une variation de la PVFP nulle à un choc de 20 bips. Par rapport au profil numéro 1, eh bien, ça se traduit par une duration à l'actif supérieure que le profil 1, opérée principalement sur le portefeuille obligataire, notre exemple, avec une duration cette fois-ci de 12 ans. Une duration qui a permis à la fois de chercher un peu plus de rendement durant cette période de taux bas, et puis qui a permis aussi d'accumuler un peu plus de richesse latente. Sur les autres hypothèses, notre cas pratique, je vais aller très vite. Sur les hypothèses de passif, donc ils ont exactement le même passif et des choses relativement standards. Donc ici, on a environ 30 milliards d'encours avec 20% d'unités de compte. Le TMG moyen est aux alentours de 0%, mais avec la présence tout de même de certains TMG élevés sur notamment des vieux contrats. Côté actif, ils ont strictement la même allocation pour des raisons de simplification. Et encore une fois, je vais revenir sur un point important. Ils vont se différencier naturellement par leur niveau de richesse latente sur le fonds euro. De par
une duration plus élevée. Le profil numéro 2 a naturellement plus de richesse latente sur son fonds euro, opéré vraiment sur les obligations d'État, donc classe d'actifs, qui lui a permis d'allonger sa duration pour notamment avoir son gap de duration fermé. Alors on a calibré ces deux profils de telle manière qu'à fin 2021, ils aient le même ratio de couverture, mais naturellement, derrière, il y a une structure de capital et de fonds propres différentes. Donc le profil en situation de gap de duration fermée a plus de richesse latente, donc ça se traduit par une meilleure PVFP, meilleur VIF, d'environ 600 millions. Et puis il a naturellement aussi moins de SR, parce que là, effectivement, le premier module, c'est le risque de marché, et de par un avantage sur les richesses latentes, il a une meilleure capacité d'absorption des chocs de marché. Donc il a moins de SR et plus de VIF, et en fait ça se traduit, on voit ça très bien dans le dernier graphique, donc le profil 2, qui est le profil vert, il a une VIF qui lui permet de couvrir en 113% de son SR, et donc il a moins besoin de capitaux propres par rapport au profil 1 pour atteindre 250%. Donc, ce qui implique la différence de capitaux propres dans le premier graphique entre l'acteur 1 et l'acteur 2. Donc, vous l'avez compris, on a ensuite simulé l'année 2022 en partant bien entendu de ce qui s'est passé sur le marché. Donc, on a tenu compte de l'évolution de la courbe des taux sans risque. Donc, je rappelle un choc avoisinant 300 bips sur le taux 10 ans. Et puis une baisse également du marché action et du marché immobilier. On s'est bien entendu basé sur des indices de marché pour cela. Et puis côté collecte, on a supposé une collecte une collecte nette nulle sur l'euro et une légère collecte sur les unités de compte. À fin 2022, le premier résultat qui va nous intéresser, c'est bien entendu l'évolution des richesses latentes du fonds euro. Vous avez dans le graphique de gauche la situation à fin 2021 pour les deux acteurs et dans le graphique de droite, la situation à fin 2022. Et donc là, on voit clairement que les deux portefeuilles, les deux fonds euros sont passés en situation de moins-value latente et c'est la conséquence directe de la remontée des taux sur le portefeuille obligataire. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de par une duration obligataire plus importante pour le profil 2, alors qu'il était dans une meilleure situation en termes de richesse latente, c'est lui qui est le plus impacté par cette variation et devient l'acteur en plus grande moins-value latente, même si effectivement ils sont assez proches. Le deuxième résultat qu'on voulait partager, et qui est peut-être le plus important ici, c'est l'impact sur les fonds propres économiques, qu'on a décomposé ici, entre d'une part l'impact sur la PVFP et d'autre part l'impact sur la VIF. À gauche, en bleu, vous avez le profil 1, et puis ce qu'on va s'intéresser, c'est l'évolution de sa PVFP stochastique. Donc la hausse de taux a conduit à une amélioration de 10% pour cet acteur, et je le rappelle, ce qui va dans le sens du gap de duration ouvert que nous avons mesuré à fin 2021. En revanche, on voit que cette variation de 10%, elle reste relativement faible par rapport au gap de duration à fin 2021. Et ça traduit un phénomène assez important, c'est qu'effectivement, la hausse des taux a conduit à améliorer sa PVFP, mais jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, elle a commencé à contribuer négativement à la PVFP stochastique. Et effectivement, c'est exactement ce dont évoquait Olivier. C'est parce qu'effectivement, d'abord, on s'est éloigné de la monnaie de la garantie en capital pour se rapprocher ensuite de la monnaie d'une deuxième option, celle de l'option de rachat conjoncturel. Et ce phénomène est très bien traduit si on voit l'évolution de gap de duration, puisque l'acteur, à fin 2022, est toujours en situation de gap ouvert, mais il est passé maintenant sensible à la hausse des taux. Alors on remarque aussi qu'in fine, on a une VIF qui se dégrade de par un effet sur la risk margin, sur lequel je reviendrai juste après. Concernant le profil 2, en fait, c'est les mêmes effets, mais avec un point de départ différent. Donc là aussi, compte tenu la remontée brutale et rapide des taux, le gap de duration fermé n'a pas tenu, et cela a impacté donc ici très significativement la VIF, la PVFP d'environ 45%.
Et là, encore une fois, ce phénomène, donc pour les mêmes raisons que le profil 1, est parfaitement illustré aussi lorsqu'on remesure le gap de duration, puisqu'il est passé ici d'un gap de duration fermé à un gap de duration ouvert, et donc il est devenu très sensible, cette fois-ci, à la hausse des taux, bien entendu, puisqu'il est dans une situation de forte moins-value latente. Alors, en ce qui concerne les SR, donc je ne vais pas présenter ce qui se passe sur le SR de marché, pas trop notre sujet, mais oui, il se passe quand même des petites choses. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe sur le SR de souscription. Et là, c'est très visible hein, pour les deux acteurs. On a une hausse importante du SR de rachat, et en particulier d'un scénario de rachat, le scénario de rachat massif. Alors, je le rappelle, ce scénario, c'est le départ de 40% du portefeuille. Et en fait, naturellement, puisqu'ils sont en situation de moins-value latente, eh bien, ce 40% conduit à réaliser, au travers de ce choc, les moins-values latentes, et puis c'est aussi une perte de rendement de profit futur. Et donc, ça devient un choc très pénalisant pour les deux acteurs, avec un effet plus important pour le profil 1, naturellement, puisqu'il a une VIF plus importante. Ce choc de souscription se retranscrit ensuite sur le SR de souscription, qui va même avoir un impact sur les fonds propres économiques, puisqu'on va avoir une augmentation de la risk margin. Alors, la risk margin, elle augmente effectivement de par l'augmentation de la souscription, mais elle diminue aussi par un effet efflateur avec la hausse des taux de 2022. En ce qui concerne le ratio de couverture, donc là, encore une fois, à gauche en bleu, c'est celui du profil 1. Alors, on voit une diminution de 30 points sur son ratio, mais qui s'explique ici principalement par un effet PPB. Donc, vous le savez, depuis le décret qui le permet, on peut reconnaître une partie de la PPB comme fonds propres économiques. Et en fait, le calcul dépend aussi du niveau des taux. Et donc, avec la hausse des taux, on peut moins reconnaître en PPB économique. Donc ça, c'est cet effet-là. Si on regarde hors la partie PPB, on voit que le ratio de cet acteur est relativement stable. Alors, stable, oui, mais avec une structure de capital très différente. En fait, on a des éléments compensatoires. On a une baisse du SR de marché, compte tenu de notamment l'évolution du conteneur, et puis qui est compensée par la hausse du SR de souscription. Donc, effectivement, c'est stable, mais la vision risque a beaucoup changé. Le SR de marché représente moins, et puis le risque de rachat devient le deuxième risque le plus coûteux en capital. Concernant le profil 2, donc là, encore une fois, on va plutôt s'intéresser directement sur le ratio hors PPB. Donc là, on voit clairement une baisse vraiment importante du ratio, qui s'explique ici principalement par le message que j'ai passé sur la partie VIF. En fait, pour cet assureur, il a une diminution d'environ 50% de sa VIF, alors que celle-ci représentait 40% des fonds propres économiques par construction de notre exemple. Donc forcément, il y a un impact direct sur le ratio de couverture. Et puis, on a en fait aussi une hausse du SR, puisque pour cet acteur, il n'y a pas une compensation parfaite entre marché et souscription, puisque la baisse de ses richesses latentes a conduit à dégrader sa capacité d'absorption des chocs de marché. Au-delà des résultats que l'on présente, qui sont aussi, bien entendu, qui ont leurs limites de par les hypothèses et puis les modèles que nous avons utilisés, ce qui nous paraissait important, c'est d'appréhender certains effets dans cet exemple, et en particulier celui que la hausse des taux ne conduit pas unilatéralement à améliorer la situation de l'assureur. Donc effectivement, tout cela s'explique par le fait qu'on s'est rapproché de la monnaie de l'option de rachat dynamique, et puis dans une situation où les portefeuilles financiers donc de ce fonds euro sont en forte moins-value latente. Et donc on a naturellement un risque de rachat qui devient très important, et ça a été très bien mesuré dans nos modèles, et un risque de rachat donc en augmentation qui opère à deux endroits, à la fois sur les fonds propres économiques, avec l'option de rachat dynamique, et puis à la fois au niveau du SCR, avec notamment l'explosion du risque de rachat massif. Et ce phénomène, il est présent chez les deux acteurs. La différence, effectivement, c'est plutôt le point de départ, avec un effet plus néfaste pour l'assureur qui était plus exposé à l'actif. Néanmoins, sur le long terme, la hausse des taux pourrait être bénéfique,
elle le serait en toute logique si, durant cette phase de transition, eh bien, les deux assureurs arrivent à gérer leur risque de rachat, le risque de sortie du fonds en euros. Ok, merci Sylvain. Donc, je vais essayer de vous présenter la partie d'Antoine. Donc, comme on l'a vu, la situation actuelle met en lumière un risque qui est désormais important, qui est le risque de sortie du fonds en euros. Alors, il est important tout d'abord dans cette situation et pendant cette phase transitoire, donc le temps que les fonds en euros rattrapent les taux spot, de mettre en place une surveillance accrue de ce risque. Alors, comment on peut penser que voilà, on peut mettre en place des reportings à une fréquence et une granularité plus importante que d'habitude sur les rachats, sur les arbitrages vers les unités de compte, de manière à détecter de manière très précoce une éventuelle hausse de ceux-ci sur certains périmètres. Dans un cas de hausse des rachats, il est important d'aller analyser les motifs de sortie pour vraiment comprendre les phénomènes. Alors pour l'instant, à ma connaissance, sur le marché français, on observe depuis le 4e trimestre 2022 une légère hausse des rachats sur le fonds en euros, qui se poursuit en 2023, mais qui reste modérée, qui est entre 10 et 20%. Et elle se fait concomitamment à des arbitrages qui, sur le marché, sont plutôt orientés du fonds euro vers les unités de compte actuellement, eux-mêmes pour des volumes modérés. Donc voilà, il n'y a pas le feu dans la maison pour l'instant. Il n'y a pas de vague massive de sortie du fonds en euros, mais on observe quand même une petite tendance, donc il est important de surveiller ce risque avec attention. Deuxièmement, il est important de mesurer de manière appropriée ce risque. Donc pour cela, on a des modèles qui, en général, ont été calibrés dans un tout autre environnement, dans la phase précédente, dans la phase de taux bas, etc. Post-hausse des taux, on a toute une série de pans de nos modèles qui n'étaient pas très sensibles auparavant et qui deviennent beaucoup plus sensibles. Donc il est important de les revoir, les affiner dans le nouvel environnement. Alors un exemple qui vient tout de suite, c'est par exemple les priorisations de vente d'actifs en cas de rachat, puisque quand tous les portefeuilles d'actifs étaient en plus-value latente, il était moins important de se soucier dans quel ordre on vendait les actifs en cas de rachat. Donc désormais, les portefeuilles obligataires sont assez largement en moins-value latente, donc il est important de se demander dans quel ordre le management vendrait les actifs dans tel ou tel scénario. Donc voilà, donc sur le sujet, je ne vais pas élaborer trop longtemps puisque Sylvain va en parler également juste après. Mais bien entendu, on peut s'interroger sur toute une série de paramètres de nos modèles dans le nouvel environnement. On peut penser à l'inflation et ses impacts sur la projection des frais, puisque l'inflation a quand même pas mal augmenté. On pense bien entendu aux lois de rachat et d'arbitrage dynamique qui se sont rapprochées de la monnaie, on l'a dit. Les règles de vente d'actifs en situation de moins-value latente, j'en ai parlé. Et enfin, bien entendu, les taux servis. Donc là, toutes les compagnies sont en train de se poser la question justement de la politique de PB qu'ils vont servir sur leurs fonds euros dans les années qui viennent. Voilà, il sera important de refléter cette politique de PB dans le nouvel environnement, dans les modèles. Alors une petite remarque sur ces aspects modèles. Dans la période de taux bas, modéliser une garantie de taux sur le fonds euro, c'était assez simple, puisque voilà, c'est une modélisation assez mécanique. Désormais, dans la nouvelle situation, modéliser le risque de rachat, l'option de rachat dynamique, c'est quand même plus complexe, puisque c'est un risque qui est un risque comportemental, et avec très peu, voire pas d'observation sur le sujet dans le passé. Donc effectivement, on voulait aussi vous partager un petit peu notre vision de marché à fin 2022, puisqu'effectivement, nous avons réalisé un benchmark sur les modèles de projection, puis contexte oblige. En fait, les discussions avec la dizaine d'acteurs que nous avons consultés a très vite tourné autour des effets de la remontée des taux sur le modèle de projection et la mesure notamment du risque de rachat. Alors, comme je disais, les effets que j'ai illustrés, notamment l'explosion du risque de rachat, elle est
elle est globalement identique pour tout le marché, avec bien entendu des proportions différentes. Et donc, ce qu'on a pu constater lors de ce benchmark, ce qui n'est bien entendu pas surprenant, mais c'est qu'il y a aujourd'hui en quelque sorte une presque standardisation de l'évaluation de ce risque, pour les raisons expliquées notamment par Olivier juste avant. Sur les acteurs consultés, donc 11 acteurs, eh bien, 10 utilisent aujourd'hui la loi ONC, donc fournie par le régulateur en 2013. Alors, avec certes des fois des calibrations un petit peu différentes, mais tous utilisent la même loi qui, pour rappel, détermine un niveau de rachat conjoncturel en fonction de l'écart entre le taux servi et le taux que servirait la concurrence. Et quand on regarde aussi la modélisation de ce fameux taux concurrent, on voit aussi que les pratiques de place sont très similaires. Elles peuvent diverger un petit peu, notamment sur la pondération entre taux lourd et taux court, taux long et taux court, pardon. Mais on est globalement sur des choses très similaires. Et donc, effectivement, c'est très compliqué de modéliser une loi comportementale, encore plus quand on ne dispose pas de données pour le faire. Et peut-être que l'année 2023, on ne va pas le souhaiter non plus, mais permettrait effectivement de récolter un peu plus de données et effectivement d'affiner cette modélisation. En ce qui concerne les premières réactions entreprises par le marché à fin 2022, c'est effectivement de revoir certaines parties du modèle et notamment la cohérence des actions de management. Donc effectivement, les modèles ont été développés puis ont été surtout améliorés dans une période de taux bas. Et la première réaction des acteurs consultés, c'était de s'assurer effectivement de regarder des trajectoires de taux bien plus élevés et des situations en fait peu observées durant la période de taux bas, notamment au niveau des lois comportementales, que ça soit côté management que côté assuré. On le rappelle encore une fois, démarche toutefois à prendre, démarche qui doit rester prudente compte tenu encore une fois de la faible observation de ce phénomène par le passé. On a regroupé 3 grandes familles de mesures à fin 2022. La première, c'est effectivement une bonne partie des acteurs ont retravaillé leur algorithme de réalisation de vente des actifs dans le modèle. Effectivement, en se posant la question dans la vraie vie, dans cette situation de forte moins-value latente sur mes obligations, qu'est-ce que je vends en premier pour notamment payer les flux de rachat. La deuxième, effectivement, certains acteurs ont commencé à étudier ou même implémenter des mécanismes visant effectivement à avoir des solutions en cas de problème de liquidité dans le modèle, donc encore une fois pour payer ces flux de rachat, et notamment la modélisation de mécanismes de repos, qui permet effectivement de mettre en pension certains titres en contrepartie de cash, et donc éviter de réaliser la vente de ces actifs. Et enfin, donc, alors c'était pas encore entrepris à fin 2022, mais en tout cas en discussion, et peut-être des premières actions en 2023, mais certains assureurs effectivement réfléchissent aussi à la réassurance, MAPS-LAPS, qui permettrait effectivement ensuite d'être implémenté dans le modèle et bien d'aboutir à un gain de capital sur ce fameux SR de rachat. Merci Sylvain. Voilà, donc désormais, il est important, donc on a vu les aspects modèles sur lesquels les acteurs ont travaillé en 2022, mais désormais pour la phase qui est devant nous, et toute cette fameuse phase transitoire, donc le temps que les fonds euros rattrapent les taux spot, donc il est important de gérer ce risque de sortie du fonds en euros. Donc pour cela, il est important d'étudier quelles sont les mesures de gestion des risques qui sont à notre disposition. Donc là, dans cette présentation, on n'est pas exhaustif, mais on cite toute une série de mesures qui peuvent être envisagées ou utilisées. Alors, premièrement, on dispose de protections réglementaires et contractuelles. Voilà, donc on pense tous, par exemple, à la loi Sapin, qui peut permettre de bloquer temporairement des sorties sur le marché. Certains acteurs ont introduit dans leur contrat ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde qui peuvent elles aussi
temporairement bloquer les sorties sur le fonds euro, que ce soit pour les rachats ou les arbitrages suivants, comme les clauses sont rédigées de manière temporaire également. Alors le sujet de ces protections réglementaires, c'est que ce sont un peu des armes nucléaires, c'est-à-dire le jour où on les utilise, on peut avoir quand même un dommage assez important sur la réputation. Donc ce sont plutôt des protections qu'on va activer vraiment quand la survie de la compagnie ou la survie du marché est menacée. Alors sur les produits PER, quand même, je l'évoquais tout à l'heure, on a plus de protection qu'en épargne. C'est pour ça que ce risque de sortie du fonds euro, il est quand même plutôt sur l'épargne que sur la retraite, puisque depuis la loi Pacte, sur les PER, on peut désormais charger en cas de transfert aux clients les moins-values latentes sur le fonds euro. Voilà, alors c'est capé à 15%. Alors c'est une mesure qui, à ma connaissance, est pour l'instant insuffisamment utilisée sur le marché, mais voilà, qui pourrait être utilisée en cas de besoin. Deuxième outil de gestion du risque qu'on a à disposition, c'est bien entendu le taux servi. Donc là, le marché français a réagi fin 2022 avec les taux de participation aux bénéfices. Donc le taux servi moyen net sur le marché a été augmenté de 70 points de base. Donc il est passé de 1,30 à 2%, sans piocher pour l'instant dans le fonds de participation aux bénéfices, qui est resté stable en 2022, donc de mémoire autour de 5%. Donc désormais, la question qui va se poser, c'est quid de la politique de participation aux bénéfices sur la période qui vient, et quid de l'utilisation des buffers. Donc bien entendu, les assureurs disposent d'un certain nombre de buffers qui vont devoir être mobilisés pour passer cette phase de transition et gérer le risque de rachat durant cette phase de transition. Donc on peut penser par exemple aux plus-values latentes sur les actions, aux plus-values latentes immobilières. Alors quoique les valorisations immobilières sont un petit peu stressées en ce moment. On peut penser bien entendu au fonds de participation aux bénéfices, mais il est limité sur le marché à 5% en moyenne. Et comme on l'a dit, la phase transitoire peut être relativement longue. Donc il est important en tout cas de définir une politique de PB qui soit soutenable sur toute cette phase de transition et ne pas vendre trop vite tous les bijoux de famille et se retrouver dans 2 ans sans fonds de PB et avec encore une partie de la phase transitoire à gérer. Donc voilà, une troisième mesure de gestion du risque, outil de gestion du risque, c'est bien sûr la location d'actifs. Donc là, sur le sujet, le mot d'ordre, c'est ce qu'on a écrit ici, donc Fixed Income is back. Donc pendant la période de taux bas, les assureurs, en général, sont allés chercher souvent de la prime de liquidité sur des actifs un peu moins liquides, tels que l'immobilier, parfois les infrastructures, etc. Donc là, dans la nouvelle situation, avec le risque de rachat, donc forcément, on va rechercher plus de liquidité dans les investissements et les assureurs vont chercher à bénéficier des taux de réinvestissement obligataires pour essayer de reluer le taux de rendement du portefeuille obligataire. Voilà, mais le problème, c'est que pour faire des investissements obligataires, il faut avoir de l'argent à investir. Et donc, on l'a vu, il y a quand même une pression assez négative sur la collecte nette sur le fonds euro en ce moment sur le marché. Alors d'où la quatrième mesure de gestion du risque qui peut être de pousser la collecte sur le fonds euro pour accélérer justement le rattrapage du fonds en euros ou en tout cas pour essayer de contrer la décollecte sur le fonds en euros. Donc là, on observe sur le marché que les assureurs ont beaucoup d'actions sur le sujet. Par exemple, on voit que tous les acteurs, il y a certains acteurs qui avaient introduit des restrictions à l'accès aux fonds en euros dans les années précédentes, avec par exemple des parucées minimum sur les nouvelles primes. Donc là, on voit que ces acteurs, petit à petit, relâchent ces restrictions. On a vu le retour des taux minimum garantis à court terme, alors qu'ils avaient disparu les années précédentes. Donc, il y a notamment, je crois que c'est une mutuelle qui promet un taux minimum garanti de 3% sur 2023. Ce qui n'est pas possible avec le code des assurances, mais possible avec le code de la mutualité. Donc là, il y a peut-être des choses à harmoniser. Et on a vu apparaître également des nouveaux outils qui sont des nouveaux bonus de PB proposés par les acteurs sur les nouveaux versements sur le fonds euro en 2023.
Et c'est un bonus de PB qui vient en plus du taux de participation au bénéfice sur le stock, et donc qui permet de promettre en quelque sorte des rendements relativement attractifs sur ces nouveaux versements qui peuvent être compétitifs même avec les produits bancaires. Et l'avantage, c'est comme ça porte uniquement sur les nouveaux versements, voilà, le coût reste modéré. Alors le message sur le sujet quand même, c'est que collecter plus sur le fonds euro, certes, ça peut aider à réduire la phase transitoire qu'on a évoquée, mais celle-ci, dans tous les cas, à moins de tripler la collecte sur le fonds en euros, mais celle-ci risque quand même d'être relativement longue. Cinquième outil de gestion des risques qu'on a mentionné ici, et il était mentionné par Sylvain juste avant, c'est la réassurance du risque de rachat. Donc bien entendu, comme tous les risques, une possibilité en termes de gestion des risques, c'est de le céder. Et donc là, on voit sur le marché apparaître des transactions de réassurance, qu'on appelle réassurance mass lapse. Donc il y a eu une première transaction, notamment en Italie l'an dernier, sur le portefeuille d'assurance vie de la Poste italienne. Et sur le marché français, cette année, voilà, plusieurs acteurs étudient la possibilité de mettre en place une telle réassurance. Voilà, donc en conclusion de cet atelier, et avant de passer à vos questions, donc je vais récapituler les principaux messages de cet atelier. Donc, premier message, on le rappelle, la situation actuelle est tout à fait inédite pour les assureurs vie, puisque, comme on l'a vu, le fonds en euros peut être désormais concurrencé d'une part par les taux d'intérêt spot long terme et court terme. La bonne nouvelle, suite à la hausse des taux d'intérêt, c'est que on s'est éloigné de la monnaie concernant la garantie de taux du fonds en euros, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est rapproché de la monnaie d'une autre option, qui est l'option de rachat dynamique en situation de moins-value latente. La situation actuelle met en lumière ce risque, qui est désormais un risque important à suivre, qui est le risque de sortie du fonds en euros, qui a eu une contribution négative au ratio de solvabilité 2 des assureurs vie en 2022, comme l'a expliqué Sylvain et démontré Sylvain. Concernant les modèles, la situation économique ayant beaucoup changé, il convient de les affiner, de les revoir un petit peu pour voir s'ils sont adaptés dans le nouvel environnement. Mais au-delà des aspects modèles, donc il convient désormais de gérer ce risque de sortie du fonds en euros, du moins pendant toute la période transitoire qui s'annonce. Et pour cela, comme on l'a indiqué, mettre en place des reportings et une surveillance accrue et des mesures de gestion des risques, parmi celles qu'on a évoquées ou d'autres, le tout bien entendu dans le respect de l'appétence au risque de la compagnie. Alors pour finir, un niveau plus élevé de taux d'intérêt, s'il se maintient sur le long terme, c'est une bonne nouvelle, on le rappelle, pour l'assurance vie, mais les assureurs, du fait de la remontée très rapide des taux d'intérêt en 2022, vont devoir gérer une phase de transition potentiellement assez longue. Voilà, je vous remercie de votre attention et on peut passer aux questions s'il y en a. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question concernant la slide qui parle des hypothèses au tout début. Si on peut revenir un peu sur cette slide-là, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut la projeter en régie. C'est pas grave. Donc du coup, j'avais une question sur les TMG. Donc vous avez mentionné TMG 0% brut et TMG 0% net. Donc je me demandais, est-ce que TMG peut être négatif? Est-ce qu'il y a une réglementation ou un seuil au-delà duquel ils ne peuvent pas descendre? Est-ce que déjà des assureurs ils donnent des TMG négatifs? Alors, indirectement, oui, puisque certains assureurs ont transformé leur fonds en euros avec des TMG à 0% brut de frais de gestion. Ce qui se traduit naturellement par des TMG nets de frais de gestion qui sont négatifs. Alors bien entendu, c'était une mesure qui a été surtout visée pour être implémentée dans les modèles de projection
et pouvoir effectivement gagner en solvabilité compte tenu du contexte de taux bas. Voilà. Notre portefeuille ici, alors il n'est pas projeté, mais au niveau des TMG, effectivement, on avait du TMG 0% brut et du TMG 0% net, notamment dans nos polices. Donc effectivement, certains assurés pouvaient avoir, dans des situations de trajectoire stochastique avec des taux très très bas, d'une revalorisation négative de leur provision mathématique. Ouais, si j'ajoute juste un mot, donc oui, donc on a vu, alors c'était plutôt dans le monde d'avant, c'est-à-dire dans le monde des taux bas et des taux négatifs. On a vu les taux minimum garantis sur le fonds euro proposés par les différents acteurs sur le marché baisser. Et depuis 2015, certains acteurs s'étaient mis à proposer des taux minimum garantis nets négatifs. Alors comment? Avec un taux minimum brut garanti à 0, et ensuite on prélève les chargements, et donc le taux minimum garanti net est négatif. Alors quand les taux sont devenus négatifs sur les années plus récentes, là certains acteurs ont introduit des taux minimum garantis nets encore plus négatifs. Comment? En augmentant les chargements sur le fonds en euros. Donc par exemple, en introduisant des chargements à 2%, 3%, eh bien on passe à un taux minimum garanti net à -2, -3%. Voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, c'était une préoccupation plutôt du monde d'avant, quand les taux étaient bas. Voilà, là, désormais, on a d'autres préoccupations, comme on l'a expliqué dans cette présentation. Olivier, tout à l'heure, Olivier, tu parlais dans ton premier slide introductif, tu parlais de une concurrence possible de nouveaux fonds euros qui seraient créés. Je voulais juste avoir une précision. Est-ce que tu parlais de nouveaux acteurs qui arriveraient sur le marché, ou est-ce que c'était aussi envisagé qu'il y ait un acteur présent sur le marché qui crée un nouveau fonds en euros? Parce que ma sensation, c'est que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, puisqu'ils auraient des arbitrages et du coup, ils se retrouveraient à réaliser leur moins-value. Oui, exactement. C'était l'objet un peu de ma petite remarque quand j'ai dit, pour un acteur historique qui a déjà un fonds en euros, lancer un nouveau canton, ça ne va pas forcément l'aider à gérer le risque sur son fonds euro historique, en effet, puisque il risque de capter toute la collecte nouvelle sur son nouveau canton. Donc certes, sur le nouveau canton, il va avoir un taux de rendement attractif, de la collecte, mais il ne va plus avoir de collecte sur son fonds euro historique. Et sur son fonds euro historique, ça peut accélérer les problèmes avec une moindre relution du taux de rendement de l'actif, et plus de rachats, plus de sorties. Et l'histoire, j'imagine, peut être un peu difficile à raconter suivant les cas aux clients. Voilà, donc ensuite, ça peut venir d'un acteur. Alors par exemple, j'ai entendu parler, je crois, d'une mutuelle qui ne proposait jusqu'alors que des UC et qui réfléchit à créer un fonds en euros. Donc en effet, c'est le bon moment pour créer un fonds en euros, tactiquement. Voilà, mais alors je ne sais pas s'il est lancé ou pas, mais à ma connaissance, comme je le disais, il n'y a pas de mouvement significatif sur le marché sur le sujet. On peut penser aussi au fait que les acteurs qui ont créé des nouveaux cantons ou des eurocroissances avant la hausse des taux, mais qui avaient peu d'encours jusqu'alors, s'ils se mettent à collecter, ce sont des cantons qui vont devenir relativement performants et compétitifs. Mais en effet, en termes de gestion des risques pour un assureur, lancer un nouveau canton, voilà, ça doit être bien réfléchi si on le fait. Voilà, peut-être si c'est fait sur un réseau de distribution totalement à part, sans cannibalisation et impact sur le reste, pourquoi pas, mais voilà. Oui, une autre question. Tout d'abord, peut-être sur votre point, on pourrait peut-être penser au canton des pactes pour la question précédente. Sur l'exemple que vous donniez tout à l'heure, vous pourrez en conclure que la société avec un gap de duration fermé est plus sensible à la hausse de taux que celle avec un gap de duration ouverte, et donc en gros il ne faudrait pas surveiller son gap de duration, ce qui est un peu contre-intuitif. Quelles hypothèses, quels sont votre rationnel, votre explication de ce point, enfin, mis à part que l'option de rachat est bien entendu davantage dans la monnaie dans le second cas? Alors, effectivement,
dans notre situation, on a comparé donc l'évolution du gap de duration à fin 2021 et on l'a comparé à fin 2022, sans aucun levier, aucune mesure sur la période. C'était purement illustratif, donc bien entendu que la gestion ALM de cet assureur est sûrement cherché à réduire son gap de duration à partir du moment où il se mettait à ouvrir. Il faut savoir que la hausse des taux, ça conduit effectivement à réduire la duration du passif et à donc ouvrir ce gap de duration. Alors forcément, pour le profil 1, lui, il avait un peu de marge puisqu'il avait déjà une duration, enfin, il partait avec une duration de l'actif inférieure à la duration de l'actif. Pour le profil 2, sans aucune mesure, sans aucune action de sa part, eh bien, il a en fait la duration de son passif qui diminue et donc il s'ouvre son gap de duration, ce qui le rend bien entendu très sensible à la hausse des taux et encore plus dans cette situation de moins-value latente. Si j'ajoute un petit mot sur la gestion du gap de duration, donc là, quand on disait à un acteur qui a un gap de duration fermé ou ouvert, on mesurait la sensibilité à une variation très faible de la courbe des taux. Là, en 2022, on a une hausse des taux de 200 points de base, donc forcément, on n'est plus du tout dans la gestion locale. Donc là, ce qui va compter, c'est la gestion dynamique du gap de duration sur toute la période de remontée des taux, la gestion de la convexité, etc. Donc là, on n'est plus du tout aux mêmes endroits sur la courbe de taux d'intérêt dans la gestion du gap en 2022 par rapport à 2021. Oui, Olivier, tu es dans un groupe international. Juste comment peux-tu caractériser le marché français par rapport aux autres marchés dans lesquels ton groupe évolue par rapport à cette gestion de risque de rachat? Et l'autre, c'est peut-être du 2e ou 3e degré, mais avec la réforme des retraites, est-ce que les gentils retraités vont attendre 2 ans de plus? Parce qu'on voit bien que parfois les gens liquident un peu plus leur contrat d'épargne par rapport à leur situation professionnelle. Est-ce que tu peux attendre un peu d'aide par rapport pour gérer cette transition, ou l'homo economicus n'attendra pas sa retraite pour se racheter? Est-ce que vous faites une distinction là-dessus? Oui, alors un groupe international présent dans 3 pays, donc je peux parler de 2 autres pays. Et des autres. Donc ce sont les pays, l'Allemagne et la Suisse. En Allemagne et en Suisse, le risque de sortie est quand même beaucoup moins présent parce que c'est assez spécifique au marché français vraiment de ne pas avoir de pénalité de rachat sur le fonds en euros. Eux, ils ont des mécanismes quand même de pénalité en cas de sortie sur la plupart de leurs contrats. Donc ils sont quand même beaucoup moins soumis à ce risque que le marché français. Alors je ne parlerai pas du marché italien, mais j'ai compris que lui était plus risqué que le marché français. Et sur la deuxième question, là, moi, je vais parler pour ce que je connais. Donc, nous, on a une clientèle plutôt patrimoniale, etc., qui part à la retraite plutôt à 67 ans. Donc, avant la réforme, ils partaient à 67 ans. Après la réforme, ils partent à 67 ans. Donc ça ne change pas grand-chose. Oui, donc le contexte de taux d'intérêt, mais également d'inflation est très différent, mais est-ce qu'il n'y a pas des enseignements à tirer, donc des vagues de rachat en 2012 et en 2017 ? Voilà, là pareil, je vais parler un peu de ce que je connais moi. Donc sur les portefeuilles que j'ai pu voir, j'ai rien remarqué sur les rachats en 2017. En revanche, c'est vrai, j'avais vu une hausse quand même marquée qui se voyait des rachats dans la période 2011-2012. Mais il me semble qu'à l'époque, alors je ne me souviens plus très bien, mais la situation était quand même relativement différente. C'était plus une période de doute pendant la crise financière. Et on avait plus une concurrence à l'époque pour la clientèle patrimoniale, notamment des investissements immobiliers. Donc c'était une situation assez différente. Et je pense qu'on craignait moins à l'époque les rachats que dans la situation actuelle,
où là, vraiment, on a une situation de taux d'intérêt qui fait que mécaniquement, le risque est vraiment important. Ok, je vous propose de s'arrêter là. Et merci à vous de votre attention et bonne fin de congrès.